Bonjour, je suis Bruno de Chenerille du blog Plan Sonore et formateur expert en nouvelles technologies du son, de la musique et du multimédia. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué les extraordinaires extensions électroniques numériques qu'on peut apporter à nos instruments acoustiques ou électriques également. Mais aussi, comment faire pour s'y mettre? Apprendre le codage, l'informatique, des langages de programmation informatique? On en était resté là, à cette question-là. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter un peu plus. Je suis Bruno de Chenerille. Je vous l'ai dit, je suis formateur expert en nouvelles technologies du son, de la musique et du multimédia. Depuis les débuts des années 80, je joue de plusieurs instruments, j'improvise et je compose dans des styles très variés, allant du funk, du blues à la musique électroacoustique, pour des musiques de films, des musiques de spectacles vivants. Et ce qui me passionne tout particulièrement, c'est ce qu'on nomme le live electronics, où on performe en manipulant les sons en direct. Au fil des années, j'ai développé des techniques très particulières pour expérimenter et jouer avec d'autres musiciens. Et mon plus grand plaisir maintenant, c'est de transmettre cette expérience. Alors nous disions apprendre à coder. J'ai bien peur que ce soit des années d'apprentissage avant d'arriver à faire des choses très simples que vous utilisez déjà la plupart du temps avec vos pédales d'effet ou vos loopers. Donc à mon sens, beaucoup de perte de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Apprendre Max MSP ou Pure Data, ça vous parle? On a déjà dû vous parler de ces systèmes de programmation qui étaient à la mode dans les musiques expérimentales et le spectacle vivant au tournant du siècle. Ces langages étaient censés être plus faciles à apprendre et à utiliser que le code pur. Bon courage! Combien d'entre vous sont passés par là et ont suivi des cours donnés par des ingénieurs de l'IRCAM totalement décalés de vos aspirations musicales? Là encore, beaucoup de temps perdu pour fabriquer des petits outils qui plantent tout le temps et qui en fait existent déjà. Personnellement, je suis passé par là et je m'y suis cassé le nez comme la plupart. Pour que vous saisissiez bien ces enjeux, permettez-moi de prendre comme exemple ce que j'appelle la métaphore de l'outil. Imaginez qu'un menuisier se dise tout à coup « Je veux fabriquer mes marteaux, mes scies, tous mes outils et mes machines moi-même. Comme ça, je ne dépenserai plus en achetant à des fabricants, je n'aurai plus à les acheter et je les façonnerai exactement comme je le désire. » Le voilà parti à apprendre un deuxième métier, celui de fabricant d'outils et de machines. Il lui faudrait sans doute toute une vie pour arriver à égaler les excellents outils conçus au fil des siècles. Conclusion, jamais un menuisier ne se lancerait dans une telle aventure. Car son métier à lui, celui qu'il a appris, qu'il a déjà mis des années à apprendre, c'est fabriquer des meubles, pas fabriquer des outils pour fabriquer des meubles. Pour vous, pour nous, les musiciens, ce qui nous intéresse, c'est faire de la musique. Jouer avec les sons de nos instruments, pas les fabriquer, nos instruments. Nous ne sommes pas des luthiers. Donc nous faisons confiance aux luthiers, car il y en a plein qui sont des génies, que ce soit dans la lutherie acoustique, la lutherie électronique ou informatique, et nous leur achetons des instruments ou des outils. Et dans le domaine qui nous occupe, les années 90 ont vu se développer la MAO, la musique assistée par ordinateur, donc les outils informatiques pour la musique, des logiciels, des plugins très sophistiqués. C'est incroyable ce qui s'est développé en à peine une dizaine d'années. Ces outils sont beaucoup moins chers que les outils analogiques et nous permettent de faire des merveilles en création et en production musicale avec un simple ordinateur portable. Mais depuis toujours, le désir le plus fort des musiciens, c'est de faire du live, de la scène, de jouer en direct avec les sons. Et là, ça se complique. Allez jouer de la souris en live. Cliquer sur vos sons, c'est tellement anti-musical.
Alors des contrôleurs MIDI ont été inventés pour permettre aux musiciens électro de tourner des boutons, de taper sur des pads, de jouer avec les sons comme on joue avec ses 10 doigts d'un instrument. Vous connaissez ces surfaces de contrôle hardware, ces contrôleurs MIDI, qui sont souvent mal commodes, pas souples du tout. En voilà une, la Trigger Finger. Génial! Vous auriez envie d'avoir 10 faders, mais sur le panneau de commande, vous n'en avez que 4. Et il y a plein de boutons ou de pads dont vous n'auriez pas forcément besoin pour jouer votre création musicale. Et en plus, ces boîtes en plastique coûtent cher, très cher. Ça fait cher le bouton. Et c'est bien là qu'est le cœur du problème. C'est l'interface entre le musicien et les machines. Retrouver un geste et des sensations instrumentales avec les machines. Prenez un moment pour réaliser ça, c'est extrêmement important, c'est capital pour le développement de votre pratique musicale. Alors, quantité de musiciens, dont moi-même, peut-être vous aussi d'ailleurs, ont utilisé avec bonheur les contrôleurs MIDI. Ne les jetez surtout pas, ils peuvent encore servir, et comment? Et puis tout d'un coup, une nouvelle technologie s'est répandue comme la poudre dans notre vie quotidienne, et par ricochet potentiellement dans notre pratique de la musique, et cela change tout. Personnellement, cela a changé ma vie de musicien, car j'ai été parmi les pionniers qui ont sauté sur cette aubaine pour faire un bond en avant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Je vous l'envoie dans 2 jours, alors surveillez bien votre boîte mail. Merci de votre attention et à très bientôt donc, dans 2 jours.